Tout de suite, le journal de l'économie avec Franck Jojo Moulamba. Francs congolais, c'est le prix que sera vendu un sac de maïs de 25 kg dans les cantines militaires. Ces produits est issu de récoltes réalisées par le service national qui est une structure rattachée à la présidence de la République. Et le lancement de ces cantines a été fait par le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo au camp militaire Tchatchi. Et en international, bonne nouvelle pour la population soudanaise et celle du Soudan du Sud. Les deux pays se sont engagés à renforcer leur coopération bilatérale et ont annoncé le début du commerce transfrontalier. Ces décisions résultent de l'accord conclu entre les deux pays. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Géopolis TV et très heureux de vous savoir nombreux pour vous présenter le journal de l'économie. Il faut encourager le civisme fiscal et la bonne gestion de fonds publics dans le chef de toutes les couches de la population congolaise afin de renflouer le caisse de l'État. Voilà le sens du lancement de la campagne de sensibilisation effectuée par le président de la République Félix Tshisekedi. Ceci est une initiative de la coordination pour le changement de mentalité, une structure rattachée à la présidence de la République. Fiston Oleko pour le reportage. L'absence de la culture fiscale et la malversation financière sont parmi les causes principales de l'émiettement de moyens que doivent disposer les États pour la mise en œuvre de leur politique de développement. Combattre ce fléau est le leitmotiv de la présence du chef de l'État Félix Tshisekedi au lancement de la campagne au civisme fiscal et gestion responsable de deniers publics, initiée par la Coordination pour le changement de mentalité, c'est mon cycle, une structure du cabinet du président de la République chargée entre autres de la prévention, sensibilisation et lutte contre les antivaleurs. J'apporte tout mon soutien à la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics en République démocratique du Congo, afin d'affirmer haut et fort ma détermination de tourner résolument notre pays vers des lendemains meilleurs. La mauvaise gestion des ressources publiques mobilisées a contribué à réduire la confiance des Congolais et des étrangers ayant choisi notre pays comme leur seconde patrie en nos administrations fiscales et, par conséquent, a fragilisé depuis l'élan de la mobilisation des recettes. Dans le cadre du changement de mentalité, la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics a pour objectif général de veiller la conscience de la population, des administrations fiscales et de décideurs au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics afin d'instituer la culture fiscale. Par conséquent, en termes de résultats, nous allons, donc la coordination pour le changement de mentalité ainsi que le parti présent à cette campagne, auront une entière satisfaction lorsque la conscience de la population, des administrations fiscales et des décideurs aura été éveillée au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics et que le premier pas vers l'institution de la culture fiscale auront été posés. Occasion pour le coordonnateur principal de la CCM de rappeler les bien fondés de cette campagne qui durera 6 mois, soit du septembre 2021 à mars 2022 sur l'ensemble du territoire national. Prêchant par l'exemple, Félix Tshisekedi s'est acquitté lui-même de ses obligations fiscales sur place. Une caravane motorisée dans la capitale a eu lieu pour sensibiliser de porte à porte. Une brève en images, le service national vient de réaliser une performance pour l'année 2021. Ce service a produit 5000 tonnes de maïs contre 1000 tonnes en 2019. Et la perspective pour 2022, c'est la production de 10 000 tonnes de maïs. Les cantines de ces produits agricoles ont été lancées par le président de la République, Félix Tshisekedi, au camp militaire
secteur Tchatchi. D'après le responsable du service national, qui est une structure attachée à la présidence de la République, tous les camps militaires de Kinshasa auront leurs cantines qui seront également déployées sur toute l'étendue de la République. Et un sac de 25 kg sera vendu au prix le plus bas, soit 18 000 francs congolais. Ceci mettra donc fin à la spéculation de prix sur le marché. Et rendons-nous à Kolwezi, capitale de la province du Lualaba, où la ministre nationale de mines, Antoinette Samba, a mené une mission d'inspection dans le site d'exploitation artisanale de mines et dans les entreprises minières. Cette mission avait pour objectif de sensibiliser les exploitants miniers artisanaux sur la présence des expatriés dans ces sites en violation de la loi qui régit le secteur minier congolais. Sans détour, la patronne de mines en RDC a fustigé le comportement de chef de division provinciale de mines et géologie qui délivre les autorisations aux expatriés sans le respect de la loi. Pour elle, la loi régissant le secteur minier doit être respectée. Edouard Funda pour les reportages. Arrivée au Lualaba, Antoinette Samba a rencontré en première la gouverneure AI de cette province, à qui elle a présenté ses civilités et donné le contenu de son agenda dans cette province. La visite a commencé par le site Mutanda Mining, une filiale de Glencore où, faisant une brève présentation de l'entreprise, Yves Ilunga, chef de l'exécutif de la société du groupe Glencore, a insisté sur la sécurité des agents, le respect du code minier et le code du travail, des préalables à respecter au sein de cette société qui compte 2600 agents, dont 20% d'expatriés et 1000 travailleurs de la sous-traitance. Dans cette province, la ministre des Mines n'est pas allée à quatre chemins. Elle a fustigé en substance le comportement des chefs de division provinciale des mines et géologie qui se livrent à délivrer les autorisations d'exploitation minière artisanale aux expatriés s'exposant aux sanctions conformément aux textes en vigueur. La patronne des mines a à cette occasion rappelé aux miniers le respect des textes légaux régissant le secteur des mines. Nous allons échanger sur la problématique de l'exploitation artisanale, les taxes illégales dans le secteur des mines ainsi que des obligations sociétales par rapport aux 15% de redevances minières allouées aux ETD ainsi qu'aux 0,3% de dotation pour les communautés locales. À la poursuite de sa mission, la ministre nationale des Mines, accompagnée du ministre provincial des Mines Jean-Marie Tizaïnda Sanama, s'est dirigée au centre de négoces de Moussompo avant de rejoindre l'entreprise Copper Semlet, une société dirigée par des sujets chinois. La patronne des mines a aussi visité l'entreprise minière Kamoto Copper Company, KCC, une autre filiale du groupe Glencore spécialisée dans l'exploitation et la production du cuivre et cobalt, dont la production annuelle est de 300 000 tonnes de cuivre et 30 000 tonnes de cobalt. Après cette ronde dans les entreprises de son secteur exploitant dans le Lualaba, Antoinette Samba a demandé aux responsables des entreprises de poser de bonnes actions à impact visible auprès de la population. Place à présent à la page internationale. Quittons la République démocratique du Congo pour le Soudan et le Soudan du Sud. Ces deux pays viennent de s'engager à renforcer leur coopération bilatérale et ont annoncé le début du commerce transfrontalier. Cette décision intervient après la conclusion d'un accord qui porte sur la réouverture de 4 points de passage frontaliers fermés depuis 2011. Suivez cet élément de reportage d'Africa 24. Début du commerce transfrontalier entre le Soudan et le Soudan du Sud. La décision qui intervient dans le cadre des efforts en cours visant à régler les litiges frontaliers entre les deux pays est consécutive au récent accord conclu entre les deux parties portant sur la réouverture de 4 points de passage frontaliers fermés depuis 2011. Le commerce entre les deux Soudans est un outil important de lutte contre les conflits à travers le rapprochement des peuples et des cultures, mais aussi à travers le repérage des débouchés commerciaux de proximité et la fluidité des échanges aux frontières. Ceci, à travers les échanges multiples des services et des biens, impose de se parler, impose automatiquement la paix, la sécurité et la sérénité. D'où la nécessité de développer un commerce de proximité entre les deux Soudans qui ont des expertises commerciales complémentaires. Les deux expertises permettraient de faire des échanges commerciaux des produits agricoles du sud vers le nord et du nord vers le sud du fait de différents bassins de production. D'où la nécessité d'utiliser le commerce comme un levier de paix.
D'après le ministère de la Coopération internationale du Soudan du Sud, le commerce a débuté au point de passage frontalier de Jebel-In-Reng, qui fait partie des 4 points que les deux pays ont décidé fin août de rouvrir dès le 1er octobre 2021 pour fluidifier leurs échanges commerciaux. Ce qui se passera en octobre sera le lancement officiel, car les commerçants des deux pays traversent déjà la frontière et les affaires sont en plein essor. Nous bénéficierons des services du Soudan, en particulier des produits alimentaires, de l'essence et d'autres choses. Et nous avons également des entreprises de notre côté qui peuvent exporter vers le Soudan. Il s'agira donc d'un avantage mutuel entre nous et le Soudan. Des projets sont en cours pour couronner cette nouvelle ère qui s'ouvre entre les deux nations, qui viennent en outre de conclure 2 jours de pourparlers sur la coopération sécuritaire. Les deux nations étaient en froid. Suite à un référendum d'autodétermination, le Soudan du Sud a fait sécession du Soudan en juillet 2011, déclenchant ainsi les hostilités. Et au Ghana, les efforts du gouvernement visant à accroître le rendement du cacao, principal moteur du secteur agricole du pays, portent leurs fruits. Pour l'exercice 2020-2021, la récolte de cacao a atteint un record de 1,4 million de tonnes, soit une 630 000 tonnes comparé à l'exercice 2019-2020. Suivez toujours cet élément d'Africa 24. Au Ghana, l'exercice 2020-2021 est désormais inscrit dans l'histoire de la filière cacao. Durant la dite période, la récolte de cacao a atteint un niveau record d'1,4 million de tonnes, soit une hausse de 300 000 tonnes par rapport aux prévisions de juin 2021 et une hausse de 630 000 tonnes comparée aux 770 000 tonnes récoltées au cours de l'exercice 2019-2020. Il s'agit du plus important stock enregistré depuis 2010. C'est un résultat assez exceptionnel. D'abord, d'entrée de jeu, il faut dire que le cacao est la principale source de revenus pour plus de 800 000 petits exploitants au Ghana. Elle est également une source majeure de devises étrangères puisqu'il représente 30% du volume total des exportations du pays. Deuxième producteur de cacao dans le monde, le Ghana assure environ 20% de l'offre globale. Depuis quelques années, l'exécutif a multiplié les actions pour accroître le développement de la filière et ces efforts ont commencé à porter leurs fruits. Donc, il faut dire d'abord que, en entrée de jeu, ces actions ont commencé à se matérialiser à l'extérieur d'abord par la mise en place d'une OPEP du cacao avec son voisin ivoirien. Cette coalition a permis d'obtenir la mise en place d'une prime appelée différentiel de revenus décent de $400 la tonne comme prime pour les producteurs. Donc, ce premier élément a été un facteur d'encouragement et d'engouement pour les producteurs. Selon les experts, ce résultat est l'aboutissement des actions gouvernementales visant à améliorer la productivité des agriculteurs à travers la lutte contre la maladie du swollen shoot et la réhabilitation des plantations vieillissantes. Le régulateur, le Cocoa Board, négocie actuellement avec des institutions financières pour décrocher d'ici octobre 2021 un prêt d'1,5 milliard de dollars, un financement qui lui permettra de mieux préparer la saison s'ouvrant en octobre. Le Ghana a également entrepris d'autres actions d'envergure, notamment dans la recherche, le conseil agricole, afin d'augmenter considérablement le rendement des fèves. Également, la lutte contre la maladie du swollen shoot et la réhabilitation des vergers a fortement impacté l'accroissement de la production. Le Ghana a également entrepris des actions dans le sens de l'amélioration de la transformation du cacao, à travers des actions de sensibilisation et d'accroissement des investissements publics et privés. Aujourd'hui, le Ghana dispose déjà de plus d'une douzaine d'entreprises locales de transformation du cacao pour une capacité de transformation de plus de 300 000 tonnes. Et il faut déjà dire que depuis 2018, le Ghana avait déjà signé un partenariat, il y avait eu un partenariat entre le Cocoa Board et le CNC qui prévoyait déjà un prêt de 1,5 milliard de dollars pour permettre d'accroître la capacité de transformation du Ghana. Deuxième producteur mondial de cacao, la culture de la fève constitue pour le Ghana le moteur du secteur agricole. La filière contribue à hauteur de 9% au produit intérieur brut du pays. Et changeant de pays à présent, en Égypte, le gouvernement veut faire passer la part des énergies renouvelables dans la production totale de 20% en 2022 à 42% en 2035. Et il compte développer 13,5 gigawatts supplémentaires de projets solaires et éoliens. Une initiative qui, d'après le gouvernement égyptien, devait être exécutée à travers tout le pays. Suivez cet élément de reportage d'Africa 24. L'Égypte veut améliorer l'offre énergétique pour sa population.
Selon un rapport de Global Data, la capacité d'énergie renouvelable du pays portée par des projets gouvernementaux passera de 3,51 gigawatts en 2020 à 13,7 gigawatts en 2030 avec un taux de croissance annuel de 14,6%. Une amélioration qui sera soutenue par l'énergie solaire photovoltaïque et l'éolien qui domineront le marché durant la décennie en cours. L'Égypte est un vaste pays amplement ensoleillé qui dispose en plus d'espaces terrestres et maritimes couverts par un immense potentiel éolien exploitable à toute fin énergétique utile. Dans une perspective de développement durable en effet, il n'est plus à démontrer que l'innovation énergétique du futur fera de plus en plus la part belle aux énergies renouvelables. Les enjeux sont d'abord économiques, car il s'agit d'énergie primaire naturellement disponible en abondance, facilement accessible, exploitable à des coûts rentables et exportable vers des pays tiers une fois transformés sous forme électrique. Le rapport de Global Data prédit une croissance du marché égyptien de l'électricité d'ici 2030. En effet, le régulateur indique que la capacité solaire photovoltaïque cumulée du pays devrait passer de 2,02 gigawatts en 2020 à 7,71 gigawatts en 2030, tandis que la capacité éolienne terrestre devrait passer de 1,39 gigawatts à 5,64 gigawatts sur la même période. L'Égypte entend bien par ce plan stratégique de diversification de son offre énergétique, apporter pour sa part une réponse pratique pour solutionner l'un des paradoxes énergétiques qui affectent le continent, à savoir que les ressources énergétiques naturelles et renouvelables dont est immensement dotée l'Afrique sont insuffisamment exploitées. Les objectifs de croissance énergétique de l'Égypte sont donc tout à fait réalistes à encourager, et ce, dans la mesure où les compétences humaines pour accompagner et réaliser ce type de projet d'envergure sont bien présentes. Vaste marché énergétique, l'Égypte, déclarée autosuffisante en la matière selon les autorités, dispose d'un important potentiel en ressources vertes, notamment dans la région du golfe de Suez. La vitesse de vent stable est évaluée à environ 8 à 10 mètres par seconde. Le taux d'ensoleillement moyen est situé entre 2800 à 3200 heures par an pour une irradiation solaire annuelle de 1970 à 3200 kWh par mètre carré. Voilà, c'est par ici que s'achève cette grande édition d'information du journal de l'économie. Mais avant de nous quitter, le rappel de titre. 18 000 francs congolais, c'est le prix que sera vendu un sac de maïs de 25 kg dans les cantines militaires. Ces produits est issu de récoltes réalisées par le service national qui est une structure rattachée à la présidence de la République. Et le lancement de ces cantines a été fait par le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo au camp militaire Tchatchi. Et en international, on a parlé d'une bonne nouvelle pour la population soudanaise et celle du Soudan du Sud. Les deux pays se sont engagés à renforcer leur coopération bilatérale et ont annoncé le début du commerce transfrontalier. Ces décisions résultent de l'accord conclu entre les deux pays. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme des Géopolis TV.